Salut tout le monde, Louis Gagnon pour le magazine 100% chasse et pêche, dans un nouveau décor temporaire. Disons que moi je reste en forêt et quelques petits points techniques à un moment inopportun me tient loin de mon laboratoire. Ok, ça c'est dans le fond, c'est le vidéo qui accompagne l'article que vous venez de lire à propos des odeurs et comment les odeurs sont gérées, si on peut dire, par le chevreuil ou l'orignal dans la nature. Est-ce qu'il y a quelque chose pour contrer ces odeurs-là comme chasseur qui ferait qu'on serait beaucoup moins vulnérable à se faire découvrir dans notre cachette par des chevreuils qui soit nous contournent ou soit parce que le vent est capricieux et même si le chevreuil semble arriver devant nous avec bon vent, il y a eu des drafts d'air ou de vent qui ont contourné, qui ont amené notre odeur de vent. Bon, je vous ramène à l'article où j'ai cité M. Laflamme il y a 25 ans passés, qui était un maître chien qui cherchait avec son chien des passeurs de marijuana ou encore qui cherchait des gens perdus en forêt. Et lui, sa conclusion était « Mon chien est bon, mais il n'est jamais bon comme un chevreuil. » Il n'a pas nommé Orignal à cette époque-là parce que c'était un gars de l'Outaouais qui chassait le chevreuil. Mais pour lui, il disait clairement une phrase qui est empreinte de logique totale, là, de A jusqu'à Z. Si les proies, le chevreuil entre autres, avaient un odorat moins bon que les canidés, il n'en resterait plus. Et les canidés ne feraient que se servir de leur nez pour trouver leur proie, les chevreuils, les encercler, les embusquer, etc. Mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Et là, je vous ramène un exemple qui n'est pas dans l'article, mais qui fait foi de tout jusqu'à un certain point. Il y a 50 ans, 60 ans passés, 60, 40, 60 ans passés, pas jeune, là. Un chercheur américain, un jeune chercheur américain qui s'appelle David E. Meach. David E. Meach, là, à l'époque était jeune, aujourd'hui il a 82-83 ans, c'est une sommité dans le domaine de l'étude des loups et les relations prédateur-proie, loup orignal, loup wapiti, loup caribou, loup chevreuil. Lui, il a étudié toute sa vie des loups. Et il a bénéficié, il est arrivé à la bonne place au bon moment, et c'était aussi quelqu'un de dédié à sa passion, l'étude de ces canidés-là. Il est arrivé sur l'île Royale, qui est en face de Thunder Bay, dans le grand lac supérieur, dans le lac supérieur. Et l'île appartient aux Américains. Elle est en face du Canada, en face à vue d'œil de Thunder Bay. Et c'est une île qui est immense. Plus petite que l'île d'Anticosti, mais quand même très grande. Et 450 000 carrés, si je me rappelle bien, ou même un peu plus. Et il y avait beaucoup d'orignaux sur cette île-là. Et les hivers qui faisaient particulièrement froid, le lac supérieur gelait. Et comme le côté nord était l'Ontario, avec ses grandes forêts boréales, ses populations d'orignaux et de chevreuils, il y avait du loup en quantité raisonnable. Et de temps à autre, une meute de loups traversait et restait captive là au printemps. Mais comme il y avait de l'orignal et beaucoup de castors, elle réussissait à survivre. Et on ne se rappelle pas de mémoire d'homme qu'il y a eu des années avec pas de loup. Il y a toujours eu du loup. Mais ça a toujours varié en fonction que la densité de population de loups qu'il y avait, comment elle montait, comment elle descendait, et le nombre de proies disponibles. La population d'orignaux était comment dense, et les castors, etc. Ce qui faisait que c'était une place intéressante pour faire de la recherche, c'est que c'était très peu au nord, et il n'y avait pas de chasse. Donc, tu pouvais vraiment te fier aux données que tu trouvais
en termes de densité pour l'orignal, et l'orignal se déplaçait de manière naturelle à éviter le seul et unique problème dans sa vie, le loup. Mais la particularité de cette étude-là, c'est que David Milch a été le premier à penser à quelque chose de génial. C'est comme il n'y a pas de monde sur l'île l'hiver, il n'y a pas de skidoo, il n'y a pas de ces choses-là. Les seuls gibiers qu'il y a sur cette île-là l'hiver, c'est du lièvre, du renard, du loup et de l'orignal. Si tu te promènes en avion, les pistes que tu vas voir vont être facilement identifiables et tu vas être capable facilement de dire c'est un orignal qui a passé ici, il était 2 ou il était 3, là il y a une meute de loups et voici. Et comme il y avait juste une meute de loups, ben les loups n'avaient que ça à faire, si on peut dire, se chicaner entre eux et chasser pour manger. Fait que lui, en tentant de faire un inventaire aérien l'hiver sur la neige, il s'est aperçu d'une chose que des pilotes lui avaient dit, mais que les scientifiques ne connaissaient pas. Il volait avec des avions, comme moi j'appelle presque des ultra-légers, des Super Cubs, qui tu peux couper le moteur, puis planer un grand bout, puis repartir ton moteur dans les airs, puis reprendre l'altitude. Et c'est un avion très silencieux. Et ils se sont aperçus rapidement que ça ne dérangeait pas les loups, ce type de vol-là, au-dessus d'une meute qui progresse, puis qui ralentit, étudie, pogne des odeurs et réfléchit. Qu'est-ce qu'on fait, comment on chasse? Et comme ils étaient dans les airs, ça arrivait régulièrement que tous les jours, ils étaient capables de retrouver la meute de loup et la suivre toute la journée. Ils revolaient, reprenaient de l'air, ils remontaient, se relaissaient planer en se déplaçant tranquillement pas vite en suivant la meute de loup. Et comme ils étaient dans les airs, régulièrement, écoutez là, régulièrement, en suivant la meute de loup, ils spottaient en plus des orignaux. Et là, ils voyaient la meute se diriger presque sur l'orignal, ou les orignaux, passer à 200 mètres, 100 mètres des orignaux, même pas ralentir pour aller vers les orignaux, et les orignaux, même pas bouger pour prendre de la distance, se sauver. Et là, c'est arrivé plusieurs fois, et là, la conclusion était, comment ça se fait qu'ils ne se sauvent pas? Soit les orignaux savent pertinemment que les loups ne les ont pas repérés, et si c'est le cas, pourquoi je me sauverais s'ils n'ont pas été repérés? Et deuxièmement, comment ça se fait que l'orignal a repéré les loups, mais les loups n'ont pas repéré les orignaux? Et là, on arrivait à la conclusion que c'est le vent. Lorsque les loups arrivaient au niveau des orignaux, par pure coïncidence, ils passaient proche d'un orignal, l'avion l'avait vu, les loups ne le voyaient pas parce que la densité forestière ne le permettait pas, mais comme le vent portait des loups vers les orignaux sentaient les loups et savaient très bien qu'ils n'étaient pas en danger parce que les loups ne les sentiraient pas et qu'ils continueraient. Et ça, ils ont vu ça je ne dirais pas des tonnes de fois, mais dans le livre que j'ai lu, les articles scientifiques, c'était récurrent. C'était régulier à suivre les loups toute la journée. Et ils s'en sont venus à prédire les attaques. Où là, ils voyaient l'enlignement des loups, par coïncidence, qui se promenaient, qui chassaient. Et là, maintenant, ils spottaient un orignal dans une swamp, un bord de swamp quelconque, puis ils disaient si la tendance se maintient, les loups vont poigner l'odeur de cet orignal-là. Puis ils vont pouvoir, à ce moment-là, on va les voir tourner en direction des orignaux et tenter une approche. Et ça, c'était régulier. C'est sûr que ça sent bon des orignaux ou des loups, mais quand tu n'as pas le vent, ça sent rien. Et c'est ça qu'on vous dit dans l'article, c'est que n'importe quoi tu vas faire, on n'est pas sûr à 100%, mais comme les chiens de M. Laflamme trouvent le chasseur caché dans une pinotte, l'espace de rien, et qu'en plus, les chasseurs qu'il a utilisés pour ses études, puis ses exemples, pouvaient se désodoriser autant qu'ils voulaient, pouvaient traverser les rivières, des lacs en autant. Il n'avait pas le droit juste d'embarquer dans un véhicule pour prendre la distance. Il fallait qu'il parte à pied d'une place. Et il y avait 2-3 heures d'avance. Et le chien, désodorisé, pas désodorisé, prenait pas plus de temps pour trouver le chasseur. Et quand tu additionnes celle-là à l'histoire des loups et du chercheur David Milch, il faut que tu retiennes, selon moi, une chose.
peu importe ce que tu vas faire, tu t'en sortiras pas. Avec du chevreuil, tu vas toujours être dans la merde si tu ne chasses pas de manière hyper disciplinée avec ton vent. Et souvent, je disais en formation, parce que je l'ai vécu souvent dans l'Ouest canadien, en Anticosti, moins. Pourquoi il y a une différence pour un guide Anticosti versus l'Ouest canadien? C'est qu'en Anticosti, on faisait de la chasse fine, et comme moi qui avait un camp où il y avait beaucoup de chasseurs, là, j'avais les petites semaines, c'était 4 chasseurs aux 4 jours, puis les grosses semaines, c'était 6, des fois 7, 8 chasseurs aux 4 jours. Ben, et que moi, je guidais toujours, là, je les plaçais, je partais avec eux, puis je chassais dans ma journée, j'allais chercher les autres, puis sortais le gibier, puis go, go, go. Mais en Anticosti, si le vent tournait dans la journée, ou si le vent avait une influence, si l'habitat où je chassais avait une influence sur le vent pour le tourner, comme il ricochait ou il tournait, bien, j'étais toujours capable d'ajuster parce que j'étais en mouvement. Je faisais la chasse fine. Mais dans l'Ouest canadien, puis au Québec continental, où on est souvent laxisme, où on est en tree stand ou en dun cache, on ne peut pas s'ajuster. Si le vent tourne dans la journée où on a mal planifié notre vent, dans le secteur où on s'est installé, le vent ne bouge pas, ou le vent tourne tout le temps, bien là, tu ne l'as pas testé avant, ça va mal, tu es dans la merde. Mais dans l'Ouest, c'est ça aussi. Fait que dans l'Ouest, ça m'est arrivé souvent de placer mes gars à une place, puis mon deuxième chasseur à une autre place. Et là, il annonce un vent X. Là, à un moment donné, on chasse le matin, une première heure, il n'y a pas de vent, le vent se lève un peu, puis là, à un moment donné, le vent est stable, là, il est en place, comme il l'a annoncé, 10, 12, 15 km/h. Et là, j'ai un chasseur qui m'appelle à la radio, puis il dit, Louis, il dit, le vent n'est pas bon ici, là. Je pense, depuis que le vent s'est élevé, là, c'est régulier que je me fais pogner dans le dos, ça n'arrêtait pas de tourner. Là, c'est automatique pour moi, là. À cette époque-là, là, c'est saute, là, j'annonçais à mon chasseur, ramasse tes bagages, là, tout ton stock, descends du tree stand, sors de là, retourne où ce que je t'ai lâché, je vais être là dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 1 heure, 40 minutes, selon comment j'étais loin. Et je remonte, je repogne mon chasseur, puis je l'installe ailleurs. Il y a eu des fois où j'avais pas d'autre place ailleurs. J'avais pas prévu que ça arriverait. Et dans ma journée, je cherchais une nouvelle ou 2 autres places pour demain, mais un backup, si on peut dire, plus frais, plus intéressant. Et là, je n'avais pas encore trouvé ça. Là, ça venait d'arriver au matin. Là, je disais, waouh, qu'est-ce que je fais? Mais là, comme je connaissais le terrain, on avait beaucoup d'options. Ben, j'ai installé mon chasseur à bon vent quelque part où j'avais vu des signes, 4-5 jours, qui étaient potables, puis qui étaient plus frais, mais il avait déjà passé des bocs qui avaient laissé des signes là. Et là, comme c'était nickel, là, blindé au coton, avec le vent parfait, j'installais mon gars là, puis j'allais continuer ma job ailleurs. Et ça a déjà payé, ça. Ça a déjà arrivé qu'installer un gars, ni plus ni moins, un petit peu au hasard avec des données moins fraîches, puis bang, une couple d'heures plus tard, il passe un beau bug, boum, il est mort. Ça n'aurait pas arrivé dans le tree stand à mauvais vent. C'est pour ça que je vous dis, c'est important que vous ne trichiez pas le vent. Parce que les chevreuils, ils vont vous ramasser. Et là, je finis là-dessus. Cet automne, vous avez vu là, un guide de chasse à l'orignal, là, un de la gang là, de public. Là. Il n'a pas une grosse gang, mais ils sont 5, 6, 7, là, les gars publics, là, qui lui a fait un job à la Jason Morneau-Tremblay. Là. Il a réussi à monter un orignal, puis le pomper assez, un beau boc, que l'orignal s'est fâché, il est venu le rencontrer, puis il y avait un arbre entre les deux, puis il l'a touché une couple de fois, là, puis il s'est reviré, puis il a dit, moi le vent, là, je m'en fous. Je dirais pas les mots que lui a dit, là, parce que... Mais lui, le vent, il a répété 2 fois qu'il s'en fout comme dans la 40. Les orignaux, ils n'ont pas peur de l'odeur humaine. Bon. Moi, j'ajoute un bémol à ça. Parce que il y a quelques-uns le lendemain qui ont dit « Wow, bien impressionné », et il y en a quelques autres, et la plupart c'était des chasseurs que je connaissais ou d'autres guides, là, des plus vieux chasseurs de beaucoup d'expérience qui ont fait tuer beaucoup de gibier, là, ou qui en ont tué beaucoup, qui ont resté polis. Mais ils ont tous dit pour la plupart « Oh là, ça compte pas le vent quand tu es rentré dans la bulle de l'orignal qui est concentré sur la job de vouloir te tuer parce que
t'es loadé d'urine d'orignal sur toi, d'abrais, en route, et tu as fait les bons sons, puis dans les alentours, cet orignal-là s'attendait d'avoir un autre orignal mâle, c'est toi, puis là tu joues de la corne. C'est un autre donné, ça, là. C'est un autre monde, là. Pensez, rendu là, c'est probablement vrai que ce que le guide a dit. Tu aurais pu sentir la grand-mère qui vient de sortir 3 tartes aux pommes du four ou le bonhomme qui a travaillé toute la journée dans le shop avec de l'huile dans les mains, là. Puis si tu as réussi à rentrer dans la bulle de cet orignal-là qui est pompé, ça se pourrait que ça ne change pas grand-chose. Le problème, c'est de réussir à prendre jusque-là. Ben là, vous allez me dire, oui, mais le gars l'a fait. Oui, mais le gars l'a fait. On a vu juste la finale, là. Et peut-être que pour rentrer dans la bulle, justement, de cet orignal-là, le pomper puis s'approcher, il était à bon vent tout le long, là. Puis, quand l'orignal est devenu pompé, puis qui est devenu très concentré sur la stimulation du chasseur qui jouait aux gros oignons, bien là, même si le vent tournait une couple de fois, et tout ce qui pognait, parce qu'il était tellement pompé, c'est l'odeur d'un autre orignal, là. Même s'il y en a un peu d'humain à travers. Fait que c'est une donnée différente. Il n'y a personne qui a fait ça sur vidéo avec des chevreuils. Personne. Ça n'existe pas encore. Puis ça n'existera probablement jamais. Parce que les chevreuils sont beaucoup plus timides, beaucoup plus nerveux et des proies beaucoup plus recherchées par de sortes de prédateurs différents. Et ils n'ont aucun esprit sont pas effrontés comme des orignaux peuvent être effrontés. Cette masse-là d'un orignal, cette prestance physique-là, joue chez un orignal dans son comportement, particulièrement dans le rut, ce qui n'est pas le cas pour le chevreuil. Si moi je peux vous donner un conseil, je dis souvent aux gens, écoutez, là, si vous avez juste un spot de chasse, là, ou 2 spots de chasse, testez-les avec le vent. C'est tellement simple, là. Si tu t'en vas t'asseoir sur ton spot, tu regardes où tu vas avoir mis tes appâts devant toi, là, puis si le vent part de l'appât vers toi, pour passer en arrière, là, va 5-6 jours avant la chasse, là, amène-toi un bâton d'encens de n'importe quelle odeur, plante-là en arrière de toi à peu près 15-20 pieds, allume-là un encens qui va durer une demi-heure, 3/4 d'heure, puis va t'asseoir sur ton spot. Si tu n'as jamais d'odeur de ton encens, là, c'est un bon vent qui passe douette, qui tourne rarement. Et ça va te favoriser, ça va t'aider énormément. Si après 3, 4, 5 minutes, là, ton bâton d'encens en arrière fait 3 fois, 4 fois que tu pognes une odeur d'encens, tu es dans une place, ça n'arrête pas de tourner. Et pour finir, ben, regardez la topographie de votre coin, là. Si c'est style cuvette un peu, si tu n'es pas totalement c'est top, ça ne passera pas. Là. Ça va tourner tout le long, puis tu vas polluer tout le secteur de vallée où ce que tu es. Il faut que tu sois sur une top quand c'est vallonné, ou encore, il faut que tu sois totalement en bas, le plus bas possible, avec le vent original de la bonne manière. Et dans une cache fermée de type portable, c'est sûr qu'il y a un meilleur contrôle des odeurs. Puis, quoi qu'on en dise, on peut bien chialer contre tout ce qu'on essaye de nous vendre, mais partir propre et asperger notre équipement, notre tente, notre linge d'odeur naturelle, de sapin, d'épinette ou de qu'est-ce qu'il y a dans ton coin, cèdre, ça ne peut absolument pas nuire, ça peut mettre même en doute notre chevreuil qui peut faire un 15 pieds, 20 pieds de plus dans le doute et nous permettre une shot. Donc, en espérant que ce supplément vidéo-là va vous faire mieux comprendre la puissance du nez des cervidés et l'importance d'être le plus propre possible pour chasser.